Bonjour à tous, je suis Sarah du blog Ma Maison de mes mains et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai eu envie d'interviewer Jérémy Mercier, qui est là avec moi. Bonjour. Qui va se présenter vite fait. Donc il va d'abord se présenter vite fait pour dire ce qu'il fait. Ce sera plus simple si c'est lui qui fait que moi. Après je vais vous dire pourquoi j'ai eu envie de l'interviewer sur cette chaîne et puis on fera l'interview proprement dit. Donc est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que tu fais Oui. Donc je m'appelle Jérémy Mercier et aujourd'hui je suis éducateur et coach en santé depuis 2012 à peu près. Et je travaille aujourd'hui quasiment exclusivement sur internet depuis 4 ans quasiment. Ouais. Et avant ça j'ai une formation scientifique de haut niveau. Donc j'ai fait une prépa scientifique. Je suis entré à l'école normale supérieure de Lyon en chimie. Et j'ai fait un doctorat en recherche environnementale en Angleterre à l'Imperial College, qui est une des universités les plus prestigieuses au monde et les plus réputées. Et ma thèse était sur les impacts environnementaux des biocarburants, que j'appelle moi les agrocarburants pour éviter toute confusion. Et ça m'a amené à regarder les impacts environnementaux de l'agriculture et découvrir avec effroi en fait les énormes conséquences environnementales de l'élevage. Okay. Voilà. Donc ça, cette prise de conscience s'est faite en gros en 2008. Ouais, d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ces prises de conscience m'ont amené à revoir mon alimentation, à m'intéresser à fond à la nutrition et à la santé, et aujourd'hui à enseigner du coup la santé avec une approche nutritionnelle, mais aussi une approche globale aux personnes qui ont envie de reprendre en main leur santé. Okay. Voilà, et donc moi je l'ai rencontré en 2013 à peu près. Donc, bien sa femme, mais voilà. Ouais. Et donc je suis un peu ce qu'il fait sur Facebook, et donc il y a pas longtemps cet été en particulier, il y a eu un buzz sur Facebook, je sais pas si vous avez suivi, autour des feux dans la forêt amazonienne. Ah oui. Et c'est là que j'ai repris contact avec Jérémy parce qu'il a fait un post en disant que ça arrivait tous les ans depuis je sais plus combien d'années. Je sais pas combien de temps ça brûle la forêt. Ah, mais c'est en permanence de toute façon. Donc voilà, donc elle brûle en permanence. C'est pas tout à fait qu'elle brûle. Là, oui. là c'est particulier parce qu'il y a une saison sèche où on brûle c'est plus pour débroussailler que pour déforester. Ouais, mais on va d'abord couper la forêt et ensuite on brûle ce qui traîne et qui empêche de faire des pâturages, notamment pour l'agriculture, pour l'élevage. Et donc voilà, il y a eu une sorte de buzz sur Facebook cet été là. Et donc Jérémy a sorti un post en disant qu'il faudrait mieux, enfin ça serait plus intéressant d'arrêter de manger de la viande à notre échelle. Enfin, je synthétise en gros. Hein, mais en gros, c'est ce que j'ai retenu. Les choses, mais oui, c'est ça. En gros, ce que j'ai retenu moi, qui m'a marqué, c'est de dire qu'à notre échelle, il faudrait mieux arrêter de manger de la viande et que ça servirait plus la planète que de faire des pétitions sur Facebook et de crier pour la planète. Et du coup, je lui ai écrit un message en disant que voilà, je trouvais ça bien comme message. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo, que je vous remettrai par ici, sur manger de la viande justement. Et je vous expliquais que moi j'avais choisi de manger de la viande mais locale. Donc je lui ai posé la question à Jérémy, est-ce que la viande locale c'est pas mieux que la viande Et donc il m'a expliqué qu'en fait même manger de la viande même locale, c'était quand même polluant. À cause de Enfin bon, on va voir ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer, justement pour en savoir plus. Pour moi comprendre voilà, en quoi la viande ça polluait, et puis je me suis dit que c'était l'occasion de partager avec vous aussi en même temps. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à Jérémy une interview pour la chaîne. Voilà, du coup on peut peut-être commencer par la question là, nous expliquer pourquoi est-ce que manger de la viande même locale, ça pollue la planète. Alors déjà, je voudrais juste préciser quelque chose. Contrairement à une voiture, quand on conduit une voiture, ça pollue. Enfin, ça émet des gaz à effet de serre, ça émet différents polluants. Manger de la viande en soi, ça ne pollue pas. C'est pas le fait de la manger. Ce qui va être problématique, c'est de produire la viande. Voilà. Et alors que quand on conduit une voiture, il y a à la fois la production de la voiture et ensuite l'utilisation de la voiture qui vont mener à une pollution. Alors quand on regarde l'impact environnemental d'un produit quel qu'il soit, il faut faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie, un ACV, analyse de cycle de vie, donc c'est essentiel. Et il faut donc regarder et mesurer à chaque étape de fabrication du produit quels sont les impacts environnementaux. Et ces impacts, ils sont très nombreux en fait, ça peut être de la pollution de l'air, pollution de l'eau, consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre, atteinte à la biodiversité, etc. etc. La liste elle est hyper longue. Et quand on regarde le cycle de vie de la production de la viande, il faut tout d'abord commencer par considérer la viande comme un produit issu d'un animal. Et cet animal, il vient d'un élevage, il est nourri pour prendre du poids et créer ensuite ce qui sera vendu sous forme de viande. Ensuite, de quoi est nourri un animal? Alors, dans certains cas, l'animal est nourri au pré directement. Souvent, il est nourri de maïs, de céréales, de soja, etc., en granulés ou dans des formats qui sont adaptés
à l'animal selon des normes ou des habitudes. Ouais. Et donc produire cette alimentation qui va ensuite servir aux animaux, ça a un coût environnemental. Ouais, d'accord. Voilà. Donc sauf en agriculture bio, dans une moindre mesure, en tout cas dans une moins grande mesure qu'en agriculture conventionnelle. Donc en agriculture bio, on utilise très peu de pesticides, très peu ou pas du tout de pesticides d'origine synthétique. Okay. En agriculture conventionnelle, on va utiliser des pesticides et des engrais de synthèse pour faire pousser du coup les plantes qui vont nourrir les végétaux et qui vont nourrir les animaux. Oui. Okay. Et ces produits chimiques vont générer de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, de la pollution du sol, une atteinte à la biodiversité, etc. etc. Et ces plantes, elles ont aussi besoin d'eau pour pousser. Ouais. L'animal, il a besoin de bord de l'eau pour vivre normalement, mais il a aussi besoin de manger des plantes qui ont eu besoin d'eau pour pousser. Et quand on regarde ces coûts, ils sont loin d'être négligeables, et même ils sont énormes en fait. Ouais. Et sur la durée de vie, sur la durée de sa vie, l'animal il va manger un certain poids de plantes et consommer de l'eau directement ou indirectement par les végétaux qu'il consomme, et donc il faut prendre tout ça en compte. Et d'autre part, il faut prendre en compte le fait que l'animal, durant sa vie, il va avoir des déjections, donc voilà, des matières fécales, et ces déjections, elles sont parfois utilisées comme engrais, mais elles sont aussi source de pollution atmosphérique et aussi pour le milieu aquatique. Notamment en Bretagne par exemple, c'est une source majeure de pollution des cours d'eau et ensuite des estuaires et de la mer et du littoral. Parce qu'il y a des apports énormes en nutriments organiques, en phosphate, qui viennent à la fois des champs et des engrais, mais aussi des déjections des animaux. Voilà. Et puis aussi pendant sa vie, l'animal il va respirer. C'est une respiration qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas du tout négligeable, parce que ce sont des animaux un peu machines. En fait, naturellement, ces animaux n'existeraient pas. Hein. Ils sont complètement artificiels. Ils ne vivraient pas sinon. Si on ne les élève pas, ils ne sont pas là, hein, et il y en a beaucoup moins. Donc il faut prendre ça en considération, et aussi le fait que certains de ces animaux ruminent. Ça veut dire qu'ils vont émettre du méthane alors d'ailleurs c'est sous forme de RAW, souvent on parle des P des vaches, c'est plutôt des RAW, pas des P. Et ce méthane c'est un gaz à effet de serre très puissant, avec un pouvoir de réchauffement global qui est à peu près 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Donc bref, il faut prendre plein de choses en compte dans l'analyse de cycle de vie des animaux, et quand on prend ça en compte déjà c'est énorme. Donc il y a des gens à la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et pour l'alimentation, qui ont fait un rapport qui a été à l'époque un gros buzz en 2007 ou 2008, j'ai un doute, je crois que c'était 2007, ça s'appelle The Livestock Long Shadow, c'est-à-dire la longue ombre de l'élevage, et ça expliquait en quoi l'élevage avait des impacts environnementaux considérables et était responsable de, selon les chiffres de l'époque, 18% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est-à-dire au-dessus du transport, tout transport confondu, au-dessus de l'industrie, etc., etc. Et à l'époque, ça avait été un gros truc. Et moi, c'est ce qui m'a amené. Donc, j'avais été voir un film qui s'appelait Meet the Truth. C'était pendant ma thèse à Londres. Et c'est un film qui est de Marianne Tim, donc une réalisatrice néerlandaise et également députée du Parti des animaux. Alors à l'époque, il n'y avait pas de Parti des animaux ailleurs qu'aux Pays-Bas. Et elle était députée, donc députée au Parlement des Néerlandais. Et c'est elle qui avait fait ce film. Et j'avais trouvé ça incroyable parce que c'était hyper intéressant. Plein de références scientifiques vraiment sérieuses, et montrer finalement à quoi ressemble vraiment l'élevage, et pas l'idée un peu rêvée qu'on peut en avoir. Et moi, j'avais été voir ce film avec ma femme, et en fait quand on est sorti du film, on s'est dit c'est bon, on arrête de manger de la viande. Et c'était net. Alors déjà avant on avait commencé à vraiment décroître notre consommation de viande, mais là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'était devenu une évidence. Et depuis donc ce mois de mai 2008, je n'ai pas mangé un gramme de viande ni de poisson. Donc, ça fait 11 ans, un peu plus de 11 ans. Et c'était d'une cohérence vraiment totale, il n'y avait pas de retour en arrière possible, et c'était voilà. Et donc maintenant, pour revenir à ces chiffres, on parle de 18% d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage, et après ça a été revu un peu à la baisse par la FAO, ils ont dit non mais en fait on a compté trop de trucs, donc ils sont descendus à 13,5. Bon bref, ce qui est resté encore important. Mais en fait, il y a bien pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a deux chercheurs de la Banque mondiale, Robert Goodland et Jeff Anhang, qui en 2000, il me semble que c'est 2010, ont sorti une étude qui reprend vraiment de façon très spécifique la grosse étude de la FAO, et ils disent c'est marrant, ils ont oublié plein de trucs. Ils ont oublié ça. Là ils ont pris en compte cet aspect-là, mais ils l'ont mal compté. Et quand on additionne tout ce qu'ils ont oublié,
c'est non pas 18% des émissions de gaz à effet de serre que de l'élevage, mais 51% minimum. Donc on est sur un autre ordre de grandeur. Ce chiffre-là a été très peu utilisé parce que c'est pas une publication scientifique, c'est pas la FAO, c'est un organisme indépendant. C'est des auteurs de la Banque mondiale qui ont une approche vraiment très sérieuse pourtant. Et ce chiffre a été très peu pris. Mais en fait, il a été quand même repris par, quand même, juste avant la fin de son mandat, Olivier De Schutter, qui est l'ancien rapporteur des Nations Unies au droit à l'alimentation. Juste avant la fin de son mandat, je crois que son mandat s'achevait en 2013 ou 2014, juste avant, il a utilisé ce chiffre. Et là, c'était très fort, parce qu'en fait, il engageait un peu sa responsabilité. Malheureusement, il a fait la toute fin de son mandat. Mais en fait, quand on regarde vraiment les choses, l'élevage est de très loin, vraiment de très loin, la première source mondiale d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi de très loin la première source de destruction de la biodiversité, de détérioration de la qualité de l'eau, de destruction des sols, de déforestation, de désertification, et la liste est hyper longue. Donc pour moi, de très loin, l'élevage, c'est le gros problème actuel dont on ne parle quasiment pas. Donc on va parler des voitures, machin, on va parler de trier ses déchets, etc. Mais l'énorme truc, on n'en parle pas. C'est complètement délirant. Et j'ai envie que ça change. donc tous les ans, on nous parle de l'Amazonie, les orang-outans, la méchante huile de palme, etc. Donc on va focaliser sur des choses qui sont, elles sont pas marginales, mais presque, ou symboliques. Elles sont très symboliques. Et par contre, la vraie chose importante, intéressante et qui changerait tout, on n'en parle quasiment pas. Donc c'est pour ça que rien n'avance. Depuis 20 ans ou plus. Donc on a fait des protocoles, on a fait des COP 21, COP 25, COP 26, on peut en faire même COP 50, ça ne changera toujours rien. Tant qu'on ne prend pas en compte le vrai truc important qui est l'élevage, ça va être que du blabla qui va servir à financer des marchés du carbone où des gens vont se faire beaucoup d'argent en spéculant sur le prix du carbone. Ça va permettre des échanges de droits à polluer, ça va permettre de lancer des technologies qui sont en apparence intéressantes, mais quand on creuse un peu, ne sont peut-être pas tant que ça, notamment les voitures avec les batteries électriques, etc. etc. Donc on tourne en rond et on ne fait pas avancer Schmilblick. Et moi, j'ai d'ailleurs sorti un article. Alors, c'est vrai que ma vidéo sur les feux en Amazonie a fait le buzz sur Facebook. Et j'avais sorti au mois de mars un article sur il vaudrait mieux manger pour le climat que marcher pour le climat, dans lequel je critiquais les marches pour le climat avec Greta Thunberg, parce que c'est encore une fois, on attend quelque chose des gouvernements. Oui, c'est ça, mais on le fait pas soi-même. On fait pas soi-même et on ne parle pas des choses vraiment importantes. Donc on tourne en rond tout le temps. C'est vraiment, c'est inutile. C'est complètement inutile. Ok. Donc ça donne l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais en fait il se passe rien et il n'y a rien qui change. Ou on n'a pas pris conscience au bon endroit. Ou bien on prend conscience de choses marginales. Donc maintenant aux États-Unis, les gens ils sont, par exemple, il n'y a plus de paille en plastique dans plein de restaurants. Ça arrive aussi en France, et parce qu'il faut sauver la faune aquatique. Mais les gens mangent du poisson en même temps. Ça leur pose même pas, enfin ils voient même pas la dissonance cognitive, quoi. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc. Et donc moi je veux parler de l'impact environnemental de l'élevage. Alors j'inclus pas la pêche parce que c'est encore autre chose, mais je parle vraiment plutôt de la viande et des produits laitiers et des œufs. Mais la pêche c'est le problème à peu près équivalent, voire pire. Et il y a un truc aussi qui est très peu su, c'est que on a parlé de ces chiffres de tant d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'élevage, mais ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que pour produire 1 kg de viande, il faut beaucoup plus de terre que pour produire 1 kg de végétaux. Et les ressources en terres agricoles sont très limitées. Toutes les terres agricoles disponibles, elles sont déjà utilisées. Donc, comme on a une population qui est en augmentation et avec en moyenne une augmentation de la consommation de produits animaux, mathématiquement, ça fait qu'il y a une pression très forte sur les terres. Et donc, pour subvenir à ces besoins-là, qu'est-ce qu'on fait ? On déforeste. Et en Amazonie et partout dans le monde. Et du coup, on est obligé d'utiliser plus de produits aussi. Donc ça et aussi, bien sûr, on doit intensifier encore plus l'agriculture, on met encore plus d'engrais, on détruit encore plus la biodiversité, on détruit encore plus les ressources aquatiques, etc. Donc, il n'y a pas tellement de changement à ce niveau-là. Et nous, en Europe, si on commence un petit peu à diminuer la consommation de produits animaux, et encore c'est léger, dans plein de pays en voie de développement, ils veulent rejoindre le modèle européen ou occidental, et ils augmentent fortement leur consommation de produits animaux, puisque c'est un symbole de richesse dans ces pays. Donc du coup, on est mal barré, tant qu'on ne fait pas une vraie révolution alimentaire au niveau mondial. C'est ça. Parce que moi, du coup, ce que je me posais comme question, ça a été parce que si c'est surtout pour l'agriculture industrielle, là, si on était en bio, le problème local, ça consomme, ça pollue quand même ou... Alors,
pollue moins. Ça polluera moins. En fait, c'est très compliqué de parler de pollution de manière générale parce qu'on additionne des choses qui ne sont pas additionnables. Genre, on additionne des gaz à effet de serre avec des impacts toxicologiques sur la biodiversité et du poids d'engrais. Enfin, c'est impossible d'additionner tout ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que quand on fait du bio, il y a certaines pollutions qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, on n'aura pas la pollution à cause des pesticides de synthèse. Donc c'est déjà un vrai plus pour la biodiversité. Par contre, on aura peut-être besoin de plus de terre pour faire de l'agriculture locale, pour faire la même quantité de viande, pour faire de l'élevage local et bio. Donc du coup, on va augmenter encore plus la pression sur les terres et donc la déforestation au niveau mondial. Donc en gros, quoi qu'on fasse, notre dépendance au niveau de nos choix alimentaires à des aliments très nécessiteux, comment dire ça, qui ont besoin de beaucoup de terre, c'est un gros problème. Et les aliments qui ont besoin de plus de terre, ce sont les produits animaux. Tout simplement. C'est ça. Oui, donc, ça marche. Donc les choses sont très claires. Après, on a envie de voir la réalité ou pas, ça c'est autre chose. On a des habitudes ou pas. Mais à un moment, il faut juste regarder les choses telles qu'elles sont. Et ça, ce discours-là, je ne l'entends pas, en fait, quasiment pas. Non. Parce que même les gens qui ont conscience de ça, ils vont quand même dire ah oui, il faut manger bio. Et non, même pas. Parce que les végétariens, quand ils disent c'est soi-disant pour sauver les animaux, tu dis oui, enfin voilà, du coup on se dit bon. Tout le monde ne se sent pas concerné par ça. Voilà, non, et puis du coup ils n'ont pas vraiment d'argument en fait à avancer en faveur du végétarisme. Alors tu dis bon, c'est une mode, c'est un peu leur. Voilà. Voilà, c'est un peu leur dada, mais en fait on sait pas trop pourquoi ils sont là. Eux ils le savent peut-être pas. Mais après, après il y a beaucoup de gens qui pour des raisons éthiques ou de bien-être animal vont vers le végétarisme. Et pourquoi pas. Et moi c'est quelque chose qui est venu après ma prise de conscience environnementale. Et c'est parfaitement cohérent. Mais si c'est la seule. Oui, ça donne pas envie aux autres de les suivre, forcément. Il y a des gens qui sont pas touchés par cette cause-là, qui vont pas avoir envie de suivre. Oui, c'est ça, Et qui vont pas comprendre l'intérêt de suivre. Ils vont trouver que c'est un truc un peu bisounours, quoi. Donc aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais par contre, quand on a une approche globale et qu'on inclut en plus de ça des considérations de santé, enfin, je veux dire, ça fait tellement d'éléments en défaveur de l'élevage qu'à un moment, enfin, c'est d'une logique implacable, quoi. Santé parce que la viande c'est pas forcément bon pour la santé. Oui, absolument. Moi j'apprends aux gens à être en bonne santé et la viande, alors c'est peut-être pas le pire des aliments en termes de santé, mais ça fait partie des 3 faux amis que je décris dans mon livre d'ailleurs sur l'alimentation. J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents, en finir avec les faux messages alimentation santé. Pour moi il y a vraiment 3 faux amis pour la santé, c'est les produits laitiers, le blé et la viande. Voilà. Donc, et malheureusement, beaucoup de gens, c'est la base de leur alimentation. Et donc, sandwich jambon fromage avec un peu de camembert, enfin, ou je sais pas quoi, bon, peu importe, ou du brie. Et du coup, c'est la base pour plein de gens. Et c'est, selon moi et selon beaucoup de chercheurs, une des causes principales de toutes ces maladies chroniques qu'on observe actuellement, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit les cancers, que ce soit la maladie auto-immune, l'obésité, l'hypertension, etc. Enfin, toutes ces pathologies pourraient être prévenues, voire même inversées dans certains cas, en réduisant la consommation, notamment de produits animaux. Absolument. Et moi, j'ai voulu en savoir plus et je suis allé à la rencontre des peuples qui vivent longtemps en bonne santé dans ce qu'on appelle les zones bleues. Donc, Okinawa au Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, une petite région de Sardaigne en Italie, l'île d'Icaria en Grèce et la ville de Loma Linda en Californie. Et ces peuples-là, ils mangent très peu, voire pas du tout de viande. Et ils vivent plus longtemps et en bien meilleure santé que les villages voisins où il n'y a pas la même tradition, entre guillemets, et du coup, pas la même espérance de vie, pas la même santé. Donc tout se rejoint. Oui. Du coup, j'arrive même pas à trouver d'argument aujourd'hui pour dire il faut manger de la viande. Enfin, je comprends pas. À part pour des points de vue tout à fait gustatifs, d'habitude. Ah oui, c'est Noël, on a l'habitude de manger de la dinde, donc on va manger de la dinde. Ouais, ok. Je trouve que l'argument est un peu faible par rapport à tout le reste, mais bon, oui. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de changer. Voilà. Mais c'est vrai que les habitudes sont très fortes et effectivement, quelqu'un à qui on retire, qui a envie de faire la transition vers une alimentation avec moins de viande ou pas du tout de viande, ça peut être difficile parce qu'il ne sait même pas comment faire. Oui, c'est ça. Il ne sait pas comment faire. Et du coup, pour toi, il faudrait carrément arrêter la viande ou justement juste diminuer beaucoup à quel niveau faudrait diminuer Moi, je pense que c'est un choix personnel. Parce que, mais on pourrait continuer à manger chacun un petit peu, peut-être d'un point de vue santé, ça n'a pas de justification. D'accord. Après,
en prendre 1 ou 2 fois par semaine, ça me paraît tout à fait envisageable et c'est pas forcément complètement malsain. On peut en manger un petit peu, ça va pas tuer. Et d'ailleurs dans les zones bleues, les gens ils en mangent un petit peu en général, mais c'est des petites quantités. Ça correspond. Oui, je me rends pas compte c'est quoi une grosse quantité, moi, parce que je suis pas l'impression qu'on mange tant que ça. Bah, je sais pas, l'équivalent de 2 steaks par semaine, c'est maximum. Oui, c'est ça. Okay. C'est grand maximum. C'est qu'il y en a des gens qui mangent tous les jours peut-être de la viande. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui mangent tous les jours de la viande et qui en mangent même 2 ou 3 fois par jour. Absolument. Et pour qui c'est tout à fait normal. On pourrait commencer par viser par exemple. Voilà. Mais après, il y a des gens quand ils entendent, ce que je viens de dire, ils se disent, ils sont déjà plus ou moins prêts par rapport à la baisse de leur consommation de viande, et pour eux ça va être très facile de supprimer totalement et ça posera aucun problème. Donc si pour moi ça n'avait pas de sens de juste diminuer, j'avais déjà bien diminué, donc j'ai arrêté totalement et c'était très facile. Pour d'autres gens ça prendra peut-être plus de temps. Il y a des gens aussi qui ont besoin de changer totalement et de façon rapide parce que ça n'a pas de sens pour eux de diminuer. Enfin bref, chacun doit trouver ce qui lui convient. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Oui. Alors. Et du coup, t'en as parlé un peu, mais du coup, les produits animaux, style justement tous les produits laitiers, fromage, les œufs, tout, ça aussi c'est polluant ou ça pollue quand même moins que de produire de la viande même? Quand on regarde les besoins en terre pour produire 1 kg de nourriture par an, on s'aperçoit donc que la viande occupe plutôt le haut. Il faut compter par exemple à peu près 20 mètres carrés par an pour produire 1 kg de bœuf. 8 mètres carrés par an pour du porc, où on a une petite demoiselle qui vient, bonjour. On a ou 7 mètres carrés par an pour 1 kg de poulet. Et le lait brut tel quel, 1 litre, c'est à peu près 1 mètre carré par an. Donc ça reste toujours 4 ou 5 fois plus qu'un kilo de végétaux. Mais dès qu'on fait du fromage, on multiplie par 10 quasiment. Donc on est à 10 mètres carrés par an pour faire 1 kilo de fromage. Oui, parce que pour faire 1 kilo de fromage, il faut quasiment 10 litres de lait. Quoi. Donc donc pour toutes ces raisons, les produits animaux, même non viande, consomment beaucoup de terre. Après, moi je trouve que pour quelqu'un qui a envie d'aller progressivement et éviter de faire des erreurs, ça peut valoir le coup de continuer à en manger un petit peu. On peut tout à fait être en très bonne santé et végétalien ou vegan entre guillemets et ne pas du tout manger de produits animaux, mais ça demande de se renseigner un petit peu en nutrition. Par exemple, de supplémenter en vitamine B12, de faire attention à l'iode, donc de manger des algues par exemple, ou de se complémenter en iode. Donc il y a quelques petites règles à savoir comme ça, mais pour certaines personnes, ça peut être plus facile de se dire tiens, j'ai une certaine flexibilité, je mange un petit peu d'œufs de temps en temps, ou bien je mange un petit peu de fromage. Alors moi, je conseillerais plutôt du fromage de brebis ou de chèvre pour des raisons de santé que du fromage de vache, mais c'est tout à fait envisageable. Moi, personnellement, quand je suis devenu végétarien, donc en 2008, je mangeais déjà plus de produits laitiers du tout. Donc en fait, je retrouvais un moment où je mangeais un peu d'œufs et c'est tout, comme produits animaux. Et puis vers 2010, je crois, j'ai un petit doute, vers 2010, c'est ça, j'ai décidé d'être végétalien et je l'étais pendant 2 ans de façon stricte, donc végétalien et en plus de ça sans blé, donc c'était un petit peu relativement restrictif et moi je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop enfermant pour moi, donc j'ai réintroduit un peu de blé et un peu de produits animaux, donc des œufs et même des produits laitiers mais pas de vache. J'ai trouvé un équilibre qui me convient, mais c'est de façon occasionnelle, c'est pas du tout tous les jours. C'est l'équilibre, c'est social ou c'est un peu, oui, c'est ça. C'est les deux, c'est-à-dire que si je vais chez mes beaux-parents, c'est ok pour moi de manger un peu de fromage. J'ai pas envie d'être dans une forme de confrontation, ou même que ce soit avec les autres, ou même de moi me priver. Si j'ai envie d'en prendre, je vais en prendre. C'est ma limite. Par contre, ma limite, elle est très claire. C'est pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer. Et ça, c'est pas négociable. Mais c'est à chacun de trouver à peu près sa limite et peut-être de jouer un peu avec ses limites dans la mesure de ce qui nous convient. Donc finalement, c'est à chacun de découvrir ce qui lui va pour lui, peut-être aussi en société, sans non plus être un jouet de la société qui va être obligé de manger ce qui est présenté. Enfin non, moi quand je vais chez des gens, c'est de la viande, je mange pas de viande, c'est très clair et ça pose strictement aucun problème. Et aujourd'hui, en plus de ça, dès qu'on sort dans un restaurant, il y a tout le temps maintenant des alternatives végétariennes, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, du tout. En France, c'était compliqué, même quand j'allais au restaurant. Quand je disais je mange pas de viande, ils me disaient vous prendrez du pâté. Ah bah non. Ou du jambon. Bah non, les gens font pas le rapport.
ou du poisson, ou du poulet, enfin bref. J'avais mon oncle qui disait ça, qui avait dit ça à ma mère aussi. Ah moi je mange pas de viande, moi je prends que de la charcuterie. Ah oui, bah voilà, ok. Donc voilà. Oui, bon, ouais. Donc à la blague, pour les gens qui disent « Ah, t'es végétarien, donc tu manges du poisson », je dis non, parce que le poisson c'est de la viande qui nage, hein, voilà. Donc, comme ça fait un petit trait d'humour et les gens comprennent. donc voilà pour plein de raisons, donc à la fois environnementales, de santé, d'éthique, pour toutes ces raisons, pour moi, ça n'a pas de sens de manger de la viande ou du poisson ou des êtres vivants. Après, je trouve que les utiliser, les élever pour produire, que ce soit des produits laitiers ou des œufs, c'est pas non plus l'idéal. Mais bon, moi, cet équilibre-là me convient actuellement. Il est amené à bouger et de temps en temps, je suis très content d'être complètement végétarien et parfois, je suis content de reprendre un tout petit peu de produits animaux. Voilà, c'est vraiment personnel. Ok. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? La question ? Moi, je me souviens que tu m'avais, dans les questions préparatoires, tu m'avais dit « Ah, est-ce qu'on risque pas de se priver de graisse ?» Oui, c'est Olivier qui m'avait... La graisse, c'est pas du tout un souci. Enfin, En fait, j'avais jamais entendu cette question par rapport au... ça m'a surpris. C'est une question que j'avais jamais eue par rapport à l'alimentation végétarienne, à part éventuellement pour les histoires d'oméga 3 ou des choses comme ça, ou des acides gras à chaîne longue. Mais sinon, non, les graisses, c'est pas un problème en fait en alimentation végétarienne. On a plein d'oléagineux, des amandes, des huiles. Il n'y a pas besoin de compenser. Juste avoir une alimentation équilibrée. De toute façon, une alimentation équilibrée végétarienne, il n'y a strictement aucun problème. Une alimentation entre guillemets omnivore, elle n'est pas équilibrée de base, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Parce que comment on fait pour ça, pour avoir une alimentation équilibrée pour moi, c'est une de mes découvertes aussi en allant dans les zones bleues, c'est de découvrir qu'en fait, il y a des catégories d'aliments végétaux qui sont devenus complètement passés de mode et qui pourtant sont extraordinaires pour la santé. Et je pense en particulier aux légumineuses. Donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, etc., ils en mangent de façon, j'ai envie de dire, quotidienne dans les zones bleues. Que ce soit du soja à Okinawa ou à Loma Linda, ou des haricots rouges au Costa Rica, ou des lentilles, des fèves et des haricots en Grèce ou en Sardaigne. C'est vraiment une base de leur alimentation. Ah oui, ils mangent plus que ça que des céréales, par exemple. Je sais pas si c'est plus. Quoique, non, parce qu'au Japon, il y aura du riz quand même, par exemple. Donc c'est assez équilibré avec des céréales. Mais ils en mangent vraiment beaucoup plus que nous aujourd'hui. Chez nous, c'est que des céréales quasiment. Chez nous, oui. Les céréales sont pas forcément mauvaises en soi, à part vraiment le blé qui est problématique chez beaucoup de gens d'après mon observation. Et pas que moi d'ailleurs qui observe ça. Par contre, les légumineuses, on en mange vraiment très peu et trop peu. Et pourtant, c'est des protéines vraiment d'excellente qualité. Contrairement à ce qu'on entend, souvent on dit « Ah oui, mais c'est déficient, c'est ça ». C'est pas vrai. Enfin, on n'a jamais de carence en protéines ou en acides aminés quand on est végétarien et qu'on mange à sa faim. D'accord. Oui, les végétariens ne mangent pas que des légumes. En fait. Il y a plein de choses. Donc, des oléagineux, des graines, que ce soit des céréales ou des légumineuses. Et puis après, tous les fruits, tous les légumes, c'est très très varié. Oui. Justement, moi je me demandais si d'importer, parce qu'il y a eu la mode aussi du quinoa et tout. C'est un peu toujours à la mode. Et puis de toutes ces céréales qui viennent pas de chez nous. Oui. Est-ce que c'est pas quand même aussi polluant d'importer tout? Donc il faut regarder toujours, on revient à ça, l'analyse de cycle de vie, et il faut regarder quel est le poids environnemental du transport pour ce genre d'aliments. En fait, c'est marginal. D'accord. Alors, oui, c'est existant, mais c'est tellement plus faible que le coût environnemental de la viande, même locale par exemple, que ça... Non mais c'est ça. La viande, il faut toujours regarder les choses de façon à la fois locale et globale. Et quand on prend tout en considération, à moins de faire venir en avion ce genre d'aliments, et même ça, ça resterait très inférieur aux produits animaux en termes d'impact environnementaux. Donc c'est pas un problème. Ah oui, donc finalement on parle vachement du transport qui est polluant, mais en fait c'est pas le... Non, mais on focalise sur des choses très visibles. Donc avion visible, donc je comprends, donc je dis que c'est pas bien. Oui, c'est ça. Par contre, ce qui est invisible, je comprends pas, donc ça n'existe pas. C'est plus diffus sur plein d'autres trucs, alors voilà. du coup, c'est ça. Donc on se rend pas compte. Oui, c'est ça.
Ah oui, donc finalement, il vaut mieux manger pas local. Presque, oui. Alors moi, je préfère du local parce que ça soutient le tissu social et économique local, mais c'est pas, d'un point de vue environnemental, c'est pas du tout la priorité. Ah oui, d'accord. Okay. Et d'autre part, du local conventionnel, c'est horrible. Enfin, Ah oui, non, mais quand je parle local, je oui, parle, oui, non mais oui. Parce que à 85%, le local c'est du conventionnel, hein, ou à 90%. Oui, c'est parce que nous on est dans un coin où il y a plein de producteurs locaux, bio et tout. Oui, quand je parle local, moi je parle bio. Donc, tu parles du bio, d'accord. En même temps, oui. Okay. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir du local, pas bio. Oui, dans ce cas-là. C'est même la majorité. Oui. Oui, non, pas dans le coin où on est. C'est très écolo chez nous. C'est vrai que c'est un peu marginal. Du coup, c'était déjà pas mal. Ah, Olivier m'avait fait une question sur la chasse. Oui. Mais elle est bonne cette question. Chasse, ouais. Si on chasse, l'impact environnemental il est bien plus faible. Enfin, oui, on n'a pas élevé les animaux. Donc, oui. Faux, ça c'est faux. Une grande partie des animaux chassés sont des animaux d'élevage. Donc on élève des biches, on élève plein de gibier est élevé. Et ensuite lâchés pour amuser les chasseurs. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc ils prétendent s'occuper des écosystèmes des forêts et en grande partie en fait c'est du gibier élevé. Donc c'est complètement fou, c'est le délire total. Et en plus de ça, il y a quand même un truc à prendre en considération, c'est que les plombs sont très polluants pour le sol. Donc il y a une vraie pollution au plomb qui est un vrai problème pour les écosystèmes forestiers. Donc si c'est de la chasse mesurée d'animaux vraiment sauvages, pourquoi pas? Mais c'est marginal, c'est vraiment marginal. Voilà, ça correspond à un animal par an et par humain, je sais pas, enfin ok, bon, peut-être. La plupart des chasseurs chassent pas pour manger. T'as une autre question? T'avais mis, est-ce que c'est pas trop dur de changer son alimentation? J'ai déjà répondu à ça. Oui, c'est ça, Pour ta consommation de légumes, est-ce que tu fais attention à la provenance, au mode d'agriculture? J'ai pas vraiment répondu à ça, mais... Bon, moi en tout cas, par rapport à mon alimentation, moi j'achète principalement bio. Pas que bio, parce que parfois il y a des trucs que je trouve pas en bio, ou parce que j'ai pas le temps d'aller au magasin bio, donc du coup je vais en grande surface et il n'y a pas que du bio. Donc voilà, par contre, oui, c'est quand même une priorité pour moi. Mais c'est pas la priorité, parce que la priorité pour moi, ce sera de ne pas manger de viande ni de poisson, ni de produits de la mer, ni de produits de fruits de mer, parce que je mange des algues par contre. Mais du coup, parfois, si je trouve pas en bio ce que je veux, je vais l'acheter en conventionnel. C'est une petite partie de mon budget, mais voilà, c'est pas la majorité. Et par contre, par rapport à la provenance, c'est pas un critère déterminant pour moi, parce que j'habite en ville, j'ai pas forcément accès à tel producteur local. Enfin, c'est rare de voir ça, à moins d'avoir des paniers, des AMAP et des choses comme ça, et je suis pas là-dedans moi. Parce que je suis trop mobile, j'ai pas de régularité et c'est compliqué. Oui, mais c'est vrai que quand on est en ville, c'est pas pareil. Comme ça, notre voisin il est producteur. Ah oui, non, c'est compliqué. Hein. Et donc voilà, donc en tout cas pour moi c'est une évidence que c'est plus intéressant de manger pour soi et pour la planète beaucoup moins de produits animaux, à commencer par la viande. Et si on fait tout ça, les problèmes environnementaux dont on parle en permanence, ils n'existent plus quasiment. Ah oui, ok. Ils n'existent plus. Donc on n'est pas... Enfin, ça veut pas dire qu'il faudra plus s'occuper de trier ses déchets ou des choses comme ça, mais simplement on sera pas dans cette espèce d'urgence et de catastrophe à laquelle on assiste, et de façon où on se sent un peu impuissant. En fait, on a une puissance, on a un vrai pouvoir, simplement on l'utilise pas par ignorance. Oui, c'est ça. Comme on ne sait pas, on va faire des choses marginales et qui ne changent rien. Comme éteindre sa lumière ou couper l'eau quand on se brosse les dents. C'est tellement marginal que faut pas s'occuper de ça en priorité, quoi. Autrement, on perd vraiment le vrai combat et on ne change rien. Puis on attend un peu que ce soit les gouvernements. Et on attend, et c'est ça aussi. On attend que ce soit le gouvernement qui change. Il y a vraiment un côté trop passif. Oui, non, mais on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir. Et c'est ce que demandent les marches pour le climat. Hein. Elles demandent au gouvernement de faire des actions. Mais on ne peut absolument rien attendre du gouvernement. Le gouvernement agit après une prise de conscience, un changement de comportement des citoyens. C'est jamais dans l'autre sens. Jamais ça. Donc Oui, moi j'avais vu ça quand j'étais petite, ma mère était déjà dans le bio.
Oui. Et il y avait une petite communauté autour de la Biocop, mais on connaissait tout le monde, quoi, parce qu'on était une cinquantaine de personnes. Il était tout petit. Et voilà, personne n'allait en bio, personne n'achetait du vrac, alors que maintenant on voit même ça arriver dans les grandes surfaces. Absolument. Bien parce qu'on a changé de mode de consommation. Voilà, c'est ça. Les grandes surfaces ont dit tout le monde veut acheter en vrac, allez, je vais mettre à faire du vrac. Parce que ça correspond à une demande sociétale. Ça. Voilà, absolument. Bien qu'on a carrément du pouvoir, on n'est pas obligé d'attendre. Voilà, et maintenant, ce qu'il y a à faire, nous, de notre côté, c'est de montrer qu'on consomme plus beaucoup moins de produits animaux. Ouais, c'est ça. Et mathématiquement, le business, ils sont pas fous. Hein. Si ça se vend pas, ils le produisent pas. Hein. Ouais, ils vont produire. Donc, quelque part, quand on achète des produits animaux, quand on achète de la viande, on cautionne un système. C'est tout. Hein. Et si on arrête de cautionner le système, il s'effondre. Point. Ah oui. Tout simplement. Ils vont transformer autrement. Voilà. Donc, c'est à nous de prendre le pouvoir, c'est à nous de nous éduquer, de comprendre les choses et d'agir en conséquence. Ouais. C'est ça. Tes enfants, par rapport à ton régime alimentaire, ils vous suivent ou... Absolument, ouais. Oui, donc effectivement, j'ai 2 filles de 6 et 10 ans. Ouais. Et donc, nos 2 filles sont végétariennes, absolument, depuis la naissance. Ma fille aînée, en fait, moi j'étais parti du principe qu'un enfant jusqu'à 7 ans, il ne peut pas vraiment faire des choix conscients. C'est-à-dire qu'il subit un peu son environnement, sa culture, enfin... Le choix de ses parents. Ou le choix de ses parents, ou le choix de l'école, enfin, c'est pas lui qui décide. Et donc moi je m'étais dit, mes filles, je veux que jusqu'à 7 ans, c'est nous qui décidons par rapport à l'alimentation, elles sont végétariennes. Au moins ça, pas végétaliennes, végétariennes. Et à partir de 7 ans, elles font ce qu'elles veulent. Ma grande, qui a 10 ans, elle a aucunement l'intention de manger de la viande. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ouais, elle a même pas envie... Non, pas du tout. Parce que, après, quand je décris... Quand petite, elle m'a demandé c'est quoi la viande, que j'ai expliqué, mon explication ne lui donne pas du tout envie de manger de la viande. Je lui dis c'est un morceau d'animal qui a été coupé et chauffé. Non, j'ai pas envie d'en manger. Parce qu'il a fait le lien direct. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que l'industrie de l'élevage, depuis quelques décennies, met le paquet pour séparer l'animal de ce que la personne a dans son assiette. Donc elle ne fait plus le lien. Elle ne se rend pas compte qu'il y a un animal derrière, qu'il y a eu un abattoir, qu'il y a eu de la souffrance. Ça, c'est complètement déconnecté. Ce qui permet de faire passer la pilule et que les gens puissent manger facilement de la viande. Mais les enfants, s'ils savent ce que c'est et s'ils le voient, c'est évident qu'ils n'en mangent pas. Évident. Voilà. Du coup, ça me fait penser, parce que moi, je me souviens qu'on était plutôt végétarien aussi avec ma mère. Et puis qu'à partir du moment d'arriver vers 10-11 ans, où après il y avait a priori pic de croissance et tout, on a commencé à réclamer de la viande pour avoir... Je vois, lui, tu connais que c'était des protéines ou je sais pas quoi. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas besoin d'un pic de... Absolument pas. Non. Je pense que c'est pas le pic de croissance, c'est sans doute plutôt une histoire de pression sociale des copains du collège et tout ça. Il n'y a pas du tout de besoin à l'adolescence de prendre de la viande. Il y a plus de protéines dans les... Les protéines ne sont jamais un problème en fait. Si on mange à sa faim, c'est jamais un problème. À moins de faire peut-être de la muscu, et là tu vas peut-être prendre des compléments alimentaires, des protéines en poudre, qui existent d'ailleurs sous forme végétale de plus en plus. Et la plupart, maintenant les bodybuilders les plus connus sont véganes. Hein. Ah oui. Donc voilà. Donc tout est en train de changer et on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas du tout ces besoins, ce sont des croyances. Ok. C'est cool, c'est bien. Merci. On va pouvoir réfléchir. Je vous remettrai les liens vers son site et ses livres, tout ça, si vous voulez en savoir plus. Et puis, ok. Voilà, merci. Non, très bien. Merci. Au revoir. Au revoir.